Let's go. Merci, cher Mathieu, cher président de séance. Chers amis, chers collègues, c'est un honneur de faire cette conférence d'enseignement sur l'ostéotomie fémorale distale dans la pathologie dégénérative du genou. Mes conflits d'intérêts, c'est important de noter que je n'ai aucun conflit d'intérêts en rapport avec cette conférence et les ostéotomies. Tout d'abord, le membre inférieur est habituellement normo-axé avec un axe HKA compris entre 177 et 183 degrés, qui associe un varus tibial normalement de 3 degrés, donc un angle MPTA moyen de 87 degrés et valeur normale comprise entre 85 et 90 degrés. Le valgus fémoral est mesuré en latéral avec l'angle LDFA, et je parle de l'axe mécanique MLDFA, compris autour de 85 et 90 degrés, l'axe normal étant entre 87 et 88 degrés. On obtient donc une obliquité de l'interligne de 3 degrés en appui monopodal. Il est important de noter aussi la ligne de convergence articulaire, JLCA, qui doit être entre 0 et 2 degrés. Lors de l'appui monopodal, l'interligne devient horizontale. Et on a la ligne de charge, la ligne de Miculix, qui ici, sur cet axe normo-axé, passe par le centre du genou. On peut avoir parfois une déformation du membre inférieur qui peut être soit en valgus, donc un HK1 supérieur à 183 degrés dans 9% des cas, et un varus avec un HK1 inférieur à 177 dans 17% des cas. Et donc parfois, en cas d'arthrose associée, cela peut poser problème. Par exemple, ici, on a une arthrose dans la concavité. Eh bien, il va falloir déterminer l'origine de la déformation. On peut avoir une déformation en valgus du fémur, ou bien du tibia, ou bien des deux, déformation mixte. Il va falloir corriger cette déformation dans la métaphyse qui a un axe anormal. Par exemple, dans le genou valgum, l'origine est souvent fémorale, mais parfois on peut avoir des valgus tibiales. Donc il faut bien faire ces mesures et faire la correction donc, au fémur si la déformation est fémorale. Si vous faites par facilité, on va dire, une correction tibiale haute, puisque vous avez plus l'habitude des ostéotomies tibiales, vous allez créer une obliquité excessive de l'interligne et un calvitieux du segment osseux non désaxé, et vous allez obtenir un interligne articulaire oblique. Et on sait qu'au-delà d'un angle JLO supérieur à 5 degrés, on a des contraintes excessives sur le cartilage tibial, le seuil de répercussion fonctionnelle étant de 4 degrés. Donc vous voyez que ça va très vite. Donc cette conférence d'enseignement, c'est une conférence sur la technique chirurgicale exclusivement. Je vais aborder les ostéotomies fémorales distales dans le genou valgum et puis dans le genou varum, les complications et leur prévention et l'apport des nouvelles technologies. On va commencer par les principes généraux et vous voyez le plan ici à droite jusqu'aux nouvelles technologies. Les principes, c'est déjà de trouver la bonne indication. Et donc, la bonne indication, c'est une arthrose fémoro-tibiale de stade peu avancé. Ça, c'est important, sans usure articulaire trop avancée. Un morphotype, forcément, avec une déformation en genou valgum et genou varum significatif. Une déformation extra-articulaire. Et donc, pour les ostéotomies fémorales, on sera en présence d'une déformation d'origine fémorale. C'est une arthrose chez un patient jeune, même s'il n'y a pas de limite d'âge démontrée dans la littérature. Et je rajouterai que ce sont des patients actifs. Ça, pour nous, c'est un facteur important décisionnel. Les contre-indications, c'est un genou raide avec flexum important ou flexion limitée. Une arthrose avancée avec une usure articulaire importante. Une arthrose tricompartimentale qui peut ou doit faire discuter une arthroplastie sans exclure l'ostéotomie de sauvetage chez les patients jeunes. Des contre-indications relatives avec l'arthrose fémoro-patellaire, mais si elle est peu évoluée et peu symptomatique, comme chez les patients chez qui on peut réaliser une prothèse unicompartimentale, eh bien on peut tout à fait la négliger. Et les patients obèses et le tabagisme actif qui augmentent les risques de complications et sont des facteurs de mauvais résultats fonctionnels. La planification préopératoire est essentielle. Il faut chiffrer la correction souhaitée, déterminer le niveau et la direction du trait d'ostéotomie et déterminer le plan de coupe, sa longueur et le siège de la charnière. Pour cela, il vous faut un bon bilan radiographique avec des radiographies de face, profil, des vues axiales pour déterminer la bonne indication. La radiographie en chou, c'est très importante, notamment dans le genou valgum. Vous voyez ici, de face, pas de pincement et un pincement quasiment complet sur le chousse. Les stress en varus valgus sont parfois intéressants, notamment en cas de laxité associée ou d'usure importante lorsqu'on veut évaluer la réductibilité ou voire l'aggravation de la déformation liée à la laxité. Le plus important, c'est d'avoir une bonne télémétrie de face en appui bipodal.
Pour cela, il faut bien vérifier les critères de bonne radiographie, avec une rotule bien centrée et les 2 condyles de chaque côté. Le péroné bien visible, bien dégagé, sinon on va détecter, lorsqu'on n'a pas ces critères-là, des troubles de rotation. Et il faut refaire la pangonométrie lorsqu'il y a un trouble de rotation. Il faut également des chevilles bien axées, donc pas de rotation du pied. On peut également demander une télémétrie de face en appui monopodal, et ça c'est pour détecter une laxité ou voir un petit peu la répercussion de la charge sur l'appui et sur l'axe fémorotibial. L'imagerie EOS est intéressante puisqu'elle permet d'analyser en 3D la déformation, elle limite les erreurs liées à la projection sur une imagerie 2D et permet de s'affranchir donc de ces erreurs de positionnement en rotation et flexum. Le scanner, lui, permet d'analyser et quantifier la torsion fémorale et tibiale et il est indispensable en cas d'utilisation de guides de coupe sur mesure. Alors, comment planifier un petit peu la correction ? Bien, on va reprendre l'exemple du genou valgum. Vous voyez ici la ligne de charge qui est la ligne de Miculix qui va du centre de tête fémorale à la cheville, passe en dehors du genou. Et on va vouloir corriger cette déformation dans le genou valgum. On va chercher une normocorrection. Un point cible qui passe au centre du genou, donc à 50% de la largeur tibiale. Et c'est un HK, ça correspond à un HK à 180 degrés. Mais la planification, elle doit vous déterminer de combien il va falloir réaliser une ostéotomie de fermeture ou d'ouverture, combien de millimètres il faut ouvrir ou fermer. Alors pour ça, on a 3 méthodes. On a la méthode de Dugdale, tout d'abord, qui, en fait, on va tracer les centres de tête fémorale et cheville, le point cible souhaité au niveau du plateau tibial, et on va tracer les angles obtenus. Et cet angle alpha va être reporté sur la métaphyse tibiale dans la direction de l'ostéotomie qu'on souhaite réaliser. Et ensuite, il suffit de mesurer la hauteur de l'ostéotomie à réaliser. Alors, vous voyez qu'ici, comme la correction souhaitée est à un point cible à 50%, eh bien, on a le même résultat qu'avec la méthode de Paley qui, elle, consiste à mesurer en fait l'HKA préopératoire que vous connaissez tous. Et l'angle de correction, c'est l'HKA préopératoire moins l'HKA cible. Ici, la correction voulue étant 180 degrés. Il y a la méthode de Mignacci, enfin, qui va être inversée pour l'ostéotomie fémorale. Pourquoi elle est inversée ? Puisque lorsqu'on réalise une ostéotomie tibiale, vous connaissez bien cette méthode, on va tracer du centre de tête fémorale, centre de cheville, et on va retracer l'axe qui passe par le centre de tête fémorale jusqu'au point cible où on veut que la ligne de Miculix passe après l'ostéotomie. Ici, dans cet exemple, au niveau du point de Fujisawa de 62,5%. Et on va avoir donc un nouveau point au niveau de la cheville. Et l'angle formé par ces deux axes va nous donner l'angle de correction qu'on va reporter au niveau de la charnière de l'ostéotomie. Eh bien, au niveau du fémur, il va falloir inverser cette méthode puisque cet angle va être orienté vers la hanche. Et vous voyez, ici, on trace la nouvelle ligne de charge en orange qui passe par le 50% au niveau du genou. On obtient un point au niveau du bassin qui est au même niveau que le centre de tête fémorale. On va mesurer l'angle qui part de la charnière jusqu'à ces 2 points proximaux. Ça va nous donner un angle qu'on va reporter au niveau de l'ostéotomie. Ici, une ostéotomie d'ouverture qu'on planifie. Et on va pouvoir mesurer la hauteur d'ouverture pour corriger cet angle et obtenir une ligne qui passe bien au centre du genou et un HKA à 180 degrés. C'est cette méthode-là que l'on préfère pour les ostéotomies tibiales et fémorales, la méthode inversée. Alors ensuite, il faut planifier le trait d'ostéotomie. Ce trait doit être oblique, environ 20 degrés à 30 degrés par rapport à l'interligne articulaire. Ça va vous donner plusieurs avantages. Une stabilité en rotation plus importante et un affrontement cortical idéal après la fermeture sans débord osseux et une facilité de fixation par la plaque vissée positionnée plus proximale pour éviter les conflits avec les parties molles. Donc il y a beaucoup d'intérêt à faire un trait d'ostéotomie oblique. Le plan de coupe doit être biplanaire. Ça permet d'avoir voyez, cette ostéotomie antérieure qui va guider progressivement l'ouverture et la fermeture. Ça fonctionne comme un auvent antérieur. Ça va contrôler la rotation, contrôler l'alignement dans le plan sagittal. Donc ça va limiter le risque de flexum et récurvatum. Et on va avoir une meilleure consolidation par augmentation des surfaces de contact osseux. C'est utile en cas de fracture de la charnière également, puisque ça vous donne un appui osseux supplémentaire. Donc, lorsque vous réalisez votre ostéotomie dans le plan sagittal, il faut un premier trait postérieur qui fasse les 3/4 de la largeur du fémur en antéro-postérieur. Et ce trait doit être également perpendiculaire à l'axe anatomique fémoral.
et il faut garder un quart antérieur intact pour réaliser cette auvent antérieure. Si vous réalisez une coupe non perpendiculaire à l'axe anatomique, en cas d'ouverture, vous allez risquer une déformation en flexum ou récurvatum, suivant l'axe que vous avez pris. Si vous faites une ouverture asymétrique trapézoïdale, de la même façon, vous allez obtenir un cale vicieux. Donc c'est important d'avoir une ouverture identique. Le deuxième trait, donc, dans cette ostéotomie biplanaire, est ascendant sur 4 à 5 cm d'arrière en avant et de distal à proximal. Également, la position de la charnière est essentielle. Il faut une bonne charnière pour avoir une bonne correction et diminuer le risque de fracture. En cas de fermeture médiale, la charnière doit être située au niveau de la partie la plus haute du condyle fémoral latéral, comme vous le voyez ici. Et cette partie la plus haute, c'est en regard de l'anthèse du muscle gastrocnémien latéral qui va permettre également de stabiliser l'ostéotomie grâce à ces tissus mous. Vous voyez ici une planification 3D du niveau idéal. Et c'est également une zone de faible densité qui va faciliter la déformation plastique sans fracture de la charnière. Alors ici, un exemple de, vous voyez, si on simule une charnière trop basse, eh bien, vous voyez qu'en postéro-externe, vous avez une énorme charnière. Et ça ne va pas du tout, ça va vous empêcher de faire l'ostéotomie, vous allez avoir un risque de fracture. Et si à l'inverse, la charnière est trop haute, le trait est trop haut, vous n'avez plus de charnière postérieure, vous êtes en os cortical très dur, vous n'allez pas pouvoir réaliser l'ostéotomie, il y a un gros risque de fracture important à cause de ça. L'ouverture latérale, la charnière doit être située au niveau du pôle proximal du tubercule des adducteurs. Et de la même manière, vous voyez ici le niveau idéal. Si on est trop bas, la charnière devient beaucoup trop importante. Il y a un risque de fracture articulaire et de fracture de cette charnière. Si on est trop haut, on est en os dur et c'est compliqué également de préserver cette charnière. Et cette charnière, il faut la préserver lors de l'ostéotomie. Il faut garder 5 à 10 mm de corticale au niveau de la corticale opposée. Et ça, il faut le mesurer sur la lame de scie, contrôler sous fluoroscopie. Et vous voyez, c'est important de garder ces 5 à 10 mm. À l'inverse, il faut éviter une charnière trop large, avec notamment au niveau de cette corticale postérieure, puisque c'est un facteur de risque de fracture, de refend articulaire. Et c'est aussi une zone difficile d'accès, cette zone. Il faut utiliser un ostéotome pour la fragiliser. Plus elle va être de taille importante, plus ça va être dur. Le contrôle péropératoire de la correction est essentiel. Et vous avez plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser. Tout d'abord, historiquement, le cap de bistouri électrique, c'est vraiment peu précis. On va le tendre entre le centre de tête fémorale et le centre de la cheville. On peut également repérer au préalable le centre de tête fémorale avec une électrode. Tout ça, c'est vraiment pas précis et je ne le recommande pas du tout. La tige métallique rigide, peu précis également. On va l'orienter entre le centre de tête fémorale et le centre de cheville pendant la chirurgie et vérifier la correction. Ça reste quand même une méthode utile si vous n'avez pas d'autres moyens de méthode de vérification péropératoire. Et je pense que ça reste quand même utile d'avoir ce guide rigide au bloc. Le champage bilatéral, c'est intéressant puisque vous avez un contrôle visuel des deux membres inférieurs et vous pouvez comparer par rapport à l'axe du membre contralatéral. Ça permet parfois d'éviter des erreurs grossières visuellement que vous ne pourrez pas voir si vous champez qu'un seul côté. Donc ça, je peux le conseiller. Les aides techniques sont très importantes, on y reviendra beaucoup après. La navigation va permettre un contrôle péropératoire de la correction et le guide de coupe sur mesure va permettre une planification préopératoire, une réalisation conforme à la planification en péropératoire. Donc tout ça sont des aides techniques validées, on y reviendra après. L'installation du patient doit être sur une table opératoire radiotransparente en décubitus dorsal. La position du genou est vraiment au choix de l'opérateur. On peut mettre en extension ou en flexion. Personnellement, je préfère réaliser ce geste en flexion à 90 degrés pour éloigner le paquet vasculaire, mais il faut pouvoir passer en extension lors de la chirurgie. Le garrot également au choix de l'opérateur. Si vous prévoyez une autogreffe, n'oubliez pas de mettre la crête dans le champ opératoire. L'utilisation de la radioscopie est vraiment obligatoire. Il faut l'anticiper, vérifier son installation. Et il faut pouvoir visionner le centre de tête fémorale, cheville. Il faut positionner l'ampli du côté opposé ou du côté opéré si vous faites une ouverture ou une fermeture. Il faut contrôler le plan axial, notamment donc la rotation. Comment on le contrôle? Grâce à cette ostéotomie biplanaire. Et également, il faut des repères de rotation et des guides de coupe sur mesure permettent de contrôler ça. Je rappelle, je l'ai déjà montré, mais l'intérêt de cet auvent antérieur pour contrôler la rotation.
En repère de rotation péropératoire, on peut utiliser 2 broches qui doivent être mises en antérieur, qui doivent être parallèles de part et d'autre du foyer et qui doivent rester parallèles après la réalisation de l'ostéotomie. On peut réaliser également un repère sur la corticale, à la scie ou au bistouri. Les guides de coupe sur mesure, eux, permettent vraiment de contrôler cette rotation car le positionnement de la plaque est anticipé sur le modèle 3D. Donc, on ne peut pas avoir de trouble de rotation si on est conforme à cette planification. Et ça permet aussi parfois de corriger les troubles de torsion en même temps que l'ostéotomie. Il faut prévenir la fracture de charnière. Et comment la prévenir? Tout d'abord, il faut avoir une charnière bien positionnée, une épaisseur suffisante et la broche de protection. Ça, c'est important pour protéger votre charnière. Si vous utilisez des guides de coupe sur mesure, il faut positionner cette broche de proximale à distale. En percutané sans guide de coupe, eh bien, vous pouvez la positionner en dessous de l'épicondyle du côté de la charnière, au milieu du fémur, d'avant en arrière, et de distale à proximale. Donc vous la positionnez sous ampli. Le comblement pour les ouvertures est fortement conseillé. On peut utiliser une greffe osseuse autologue, des cales synthétiques qui étaient plutôt historiquement utilisées, l'allogreffe lyophilisée qui a notre préférence. Il n'y a pas de supériorité dans la revue systématique de Chala. Le matériel d'ostéosynthèse, par contre, lui, doit être verrouillé avec une plaque. C'est vraiment le gold standard en 2024 et depuis plusieurs années. Ça permet un meilleur contrôle de la stabilité dans tous les plans, un positionnement par son caractère anatomique, des vis distales à direction descendante qui ne pourront pas se croiser dans le site d'ostéotomie, et un positionnement haut pour éviter le conflit avec les parties molles. Ça, c'est vraiment la recommandation pour les ostéotomies. Historiquement, la technique avec lame-plaque est très intéressante, mais n'est pas ou plus du tout utilisée, donc je vais le passer rapidement. Le principe était de rentrer la lame suivant une angulation particulière par rapport à l'interligne articulaire et permettait de corriger des déformations diaphysaires ou métaphysaires suivant l'orientation de la lame par rapport à l'interligne articulaire. Donc la lame est positionnée vraiment avec précision et il faut que la plaque soit positionnée dans l'axe du fémur et on introduit la lame avant de réaliser l'ostéotomie. C'est une technique vraiment très efficace mais qui nécessite une parfaite connaissance du matériel utilisé, une technique opératoire précise, une instrumentation adaptée mais qui finalement n'est pas très précise avec les outils qu'on avait à l'époque, avec des risques de calvitieux en flexum, récurvatum, troubles de rotation ou mauvaise correction frontale. À l'heure actuelle, je pense qu'on peut dire qu'on ne peut pas recommander ces lames-plaques. De même que les agrafes ne sont pas recommandées dans ces ostéotomies du fait des contraintes trop importantes et qui sont abandonnées, probablement excepté pour la fermeture tibiale qui, à mon sens, reste intéressante avec agrafe. Le résumé de ces principes généraux, c'est que vous voyez, il y a tout un cahier des charges déjà qui est bien détaillé et qui est complexe. Il faut un trait d'ostéotomie oblique, une ostéotomie biplanaire, une bonne position de la charnière, une profondeur exacte, 5 à 10 mm de charnière, la protéger, contrôle radioscopique péropératoire obligatoire, utiliser une plaque verrouillée et les aides techniques vont vraiment aider à tout ça. On va maintenant parler du genou valgum et les ostéotomies fémorales distales dans ce genou valgum. Comme on l'a vu, l'indication idéale, c'est une arthrose fémorotibiale de stade peu avancé sur un morphotype en genou valgum, HK, supérieur à 183 degrés. La déformation extra-articulaire doit être d'origine fémorale avec un angle LDFA inférieur à 85 degrés. C'est donc une arthrose chez un patient jeune et actif. En pratique, on va avoir un patient jeune et actif de sexe féminin présentant un genou valgum avec donc une déformation constitutionnelle symptomatique et ce genou valgum est mal toléré. Les autres indications, on peut réaliser ces ostéotomies en cas de lésion ligamentaire chronique du plan médial et de valgus fémoral associé ou dans les instabilités fémoro-patellaires avec des genoux valgum excessifs. La correction souhaitée, la cible, c'est la normocorrection. Parce que vous savez qu'il y a le moment varisant lors de la marche, on ne veut pas chercher, on ne veut pas une hypercorrection en varus. Et donc, il faut que la ligne de Miculix passe par un point cible à 50% de la largeur tibiale. Donc un HKA à 180 degrés. Pour cela, vous avez 2 techniques principales, la fermeture médiale et l'ouverture latérale. Le choix de la technique, ça va être suivant les antécédents chirurgicaux, notamment les cicatrices, les préférences du chirurgien, puisqu'on verra après qu'il y a finalement dans les résultats peu de différences, des gestes combinés que vous allez réaliser,
et la longueur des membres inférieurs. Ça c'est un critère discuté. On avait retrouvé dans une étude à la Croix-Rousse avec Bob Magnussen des différences entre les ouvertures et fermetures jusqu'à 8 mm de long. Et Mathieu a publié avec Kim dans l'OTSR récemment que en cas de fermeture, la différence de longueur des membres inférieurs n'impactait pas le résultat. Et donc, il faut privilégier la technique que vous préférez. Et leur conclusion était de privilégier les fermetures. Je pense quand même qu'il faut mesurer cette longueur des membres inférieurs et ça peut rentrer dans les discussions, notamment en cas de cal vicieux et de raccourcissement du membre. Lorsque vous voulez corriger un cal vicieux, il faut peut-être chercher à éviter de raccourcir plus le membre. Les avantages de la fermeture sont indéniables. Possibilité de mise en charge immédiate, meilleure stabilité accrue par l'ostéotomie biplanaire également, meilleur taux et vitesse de consolidation, moins de conflits entre le matériel et les parties molles. Par contre, techniquement, c'est réputé plus difficile puisqu'il va falloir tout planifier avant et il faut que votre réalisation de l'ostéotomie soit réalisée parfaitement, conformément à votre planification pour avoir la correction souhaitée. Et vous avez peu de réglages possibles. Si vous avez trop resséqué, vous pouvez réouvrir et mettre un petit greffon, mais c'est déjà moins bien. Il faut un trait supplémentaire, donc il y a 2 épaisseurs de traits à calculer et il faut se fier à la précision de la résection osseuse donc pour obtenir la correction souhaitée. Mais effectivement, les guides de coupe sur mesure là, vont faciliter beaucoup les choses en contrôlant l'angle et en préservant la charnière. Comment on fait une ostéotomie de fermeture ? Tout d'abord, on va faire une voie d'abord subvastus, une incision 10 à 15 cm. Elle peut être médiale ou médiane. On va pouvoir garder une cicatrice qui peut convenir à une conversion future en prothèse. Il faut libérer ce vaste médial, exposer le foyer d'ostéotomie. Il faut préparer le site d'ostéotomie avec repère de rotation, contrôle radioscopique avec la plaque d'ostéosynthèse, positionnée avant de réaliser l'ostéotomie, ce qui va vous donner le niveau de coupe. Et on fait des repères sur la corticale antérieure. Alors, ici, j'ai mis une petite vidéo sur la voie d'abord mid-vastus qu'on va utiliser. Vous voyez ici une incision antéromédiale. On va chercher le bord postérieur du vaste médial et on trouve facilement le plan entre la capsule et le VMO, qu'on va pouvoir récliner vers l'avant avec un contre-coudé. Là, on peut se positionner en extension et on va pouvoir, avec une régine, libérer les fibres du VMO sur son aponevrose postérieure. On va ensuite ouvrir le cul-de-sac sous-quadricipital et aborder donc, la zone métaphysaire pour visionner la partie supérieure de la trochlée. On va ensuite exposer en arrière avec une rugine et ensuite un écarteur la face postérieure du fémur à l'endroit où vous allez réaliser l'ostéotomie. Il faut rester bien au contact de l'os, bien sûr, pour éviter tout problème vasculaire. On peut utiliser également ce type de contre-coudé radiotransparent avec un bout large et mousse. Et ça, voilà, votre foyer votre ostéotomie, le site d'ostéotomie est bien exposé maintenant. Vous pouvez récliner un peu plus le VMO et on a une belle vision. Là, on place la plaque qu'on va utiliser et ça vous donne vraiment des repères pour réaliser l'ostéotomie, le niveau d'ostéotomie. Et on trace également un repère de rotation en avant de cette plaque, ce qui va vous donner un contrôle supplémentaire sur cette rotation, vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Ensuite, on va mettre en place la première broche, qui est le trait d'ostéotomie distal. Le point d'entrée est au-dessus du tubercule des adducteurs et la direction doit être vers la partie la plus haute du condyle fémoral latéral. Je vous redis, dans un plan frontal, on est à 20-30 degrés par rapport à l'interligne et dans le plan sagittal, on doit être perpendiculaire à l'axe anatomique. La deuxième broche, qui est donc plus proximale, doit dessiner un coin osseux dont la base est la résection que vous avez planifiée avant sur vos radiographies. Et ça doit former, comme vous voyez en bas, un triangle isocèle. Et les broches doivent se rejoindre au niveau de la partie proximale du condyle latéral en conservant une charnière latérale de 5 à 10 mm. L'ostéotomie est réalisée à la scie oscillante. Donc, premier trait axial postérieur doit conserver les 3/4 postérieurs du fémur, puisque vous allez réaliser un auvent antérieur après. Il faut bien sûr réaliser ce trait d'ostéotomie proximalement par rapport à cette première broche. On fait le trait ascendant sur 4 à 5 cm
Donc c'est l'ostéotomie biplanaire. Il faut bien réaliser ce trait en totalité pour éviter une fracture de la charnière. Il ne faut pas que ce soit un frein à la fermeture, hein, ce trait ascendant. Et un troisième trait sous la seconde broche pour retirer le coin osseux en gardant une charnière latérale. Les contrôles à effectuer. Il faut mesurer la hauteur du coin à retirer. La résection de l'os doit être identique en arrière et en avant, on l'a vu, pour éviter le flexum et le récurvatum. Et faire un contrôle radioscopique de la distance à parcourir avec la scie, la bonne position appliquée contre la broche. Et donc sur la radioscopie, comme vous voyez à droite, la lame de scie doit avoir vraiment un aspect fin, c'est-à-dire que vous êtes dans le bon plan. Le contrôle de la charnière, il faut retirer le coin osseux, enlever les broches obliques et réaliser une radioscopie centrée sur la charnière pour estimer la largeur d'os restant. Si vous avez trop d'épaisseur, il faut affaiblir la charnière avec soit la scie, soit une lame de lambotte, soit des petits trous de mèche, comme vous voyez ici à droite, en timbre-poste pour fragiliser, affaiblir cette charnière trop épaisse. Ensuite, il faut fermer l'ostéotomie, il faut réaliser des manœuvres sans forcer, il ne faut pas casser la charnière, il faut réaliser une pression continue dans l'axe du pied et il faut garder cette correction. Ensuite, on réalise une préfixation et on va contrôler l'alignement global, ici avec une tige métallique et un contrôle, vous voyez l'axe qui passe bien au centre du genou. Je vous montre ici en vidéo ce que ça donne. Donc, ici, on fait l'ostéotomie avec un guide sur mesure, mais les principes sont les mêmes. Le premier trait de scie distale est réalisé à la scie. Vous voyez, on tape un petit peu à la porte pour suivre la progression de la scie. On réalise le deuxième trait plus proximalement. Le trait ascendant qui doit être complet, il faut vraiment bien traverser l'ensemble du fémur. On vérifie la profondeur de coupe avec une réglette. Et ensuite, on peut compléter l'ostéotomie. Ici, l'ostéotomie postérieure est complétée au ciseau à frapper. Et ensuite, on va fermer le foyer, vous voyez qu'ici, il est déjà fermé, et on arrive à le fermer facilement avec une pression dans l'axe du pied. Et ensuite, on met en place la plaque d'ostéosynthèse qu'on vient appliquer contre l'os. Je refais un contrôle de l'axe, et on va réaliser la fixation avec les vis verrouillées. Verrouille les vis, on fait un contrôle de la fermeture à l'ampli, vérifier que les vis sont bien positionnées, et on ferme le plan postéro-médial que j'aime bien fermer au fil cranté pour que ce soit parfaitement perméable, et fermeture sous-cutanée et cutanée. L'ouverture latérale, elle, a des avantages aussi, puisqu'on réalise un seul trait oblique unique. Et donc, vous n'avez pas de deuxième trait à réaliser. Vous pouvez ouvrir progressivement votre ostéotomie. Vous pouvez contrôler l'ouverture. Ça, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est la consolidation qui est moins bonne. Il faut greffer le foyer. C'est vraiment recommandé. Il faut protéger plus la charnière. Il faut une protection accrue. Et il y a vraiment beaucoup de conflits entre le matériel et le fascia lata. La voie d'abord, elle, va être latérale, incision de 10 à 15 cm. Le fascia lata est incisé longitudinalement. Ici, c'est une reprise d'un cal vicieux avec une plaque à enlever, donc l'abord est plus important. Passage en avant du septum intermusculaire. On ligature les artères perforantes et on récline le vas latéral en avant, comme on a vu avec le vas médial. On met en place la broche sous contrôle radioscopique. Le point d'entrée est environ 4 cm au-dessus de l'épicondyle latéral. Ça va dépendre quand même de la taille du patient et des facteurs anatomiques. Et il faut se diriger vers le pôle proximal du tubercule des adducteurs ou légèrement plus distal. L'ostéotomie doit être biplanaire. Vous voyez, premier trait axial sur les 3/4 postérieurs du fémur, deuxième trait ascendant, comme on l'a déjà vu. Par contre, la différence, c'est que ce auvent antérieur doit être fait de manière un peu plus longue, plus de 5 cm, puisque vous allez ouvrir l'ostéotomie. Il faut qu'il y ait un contact osseux persistant, donc il ne faut pas le faire trop court. L'ouverture est progressive, on peut empiler des ostéotomes comme vous voyez ici, on peut utiliser un coin métallique et un écarteur de Méhari permet de maintenir la correction, de régler un petit peu l'ouverture qu'on souhaite. On contrôle l'axe et ensuite on met en place ici une allogreffe lyophilisée. La fixation est faite par plaque verrouillée et la fermeture du fascia lata doit être soigneuse pour éviter toute déhiscence et hernie musculaire. Les suites post-opératoires, il faut un appui partiel en cas de fermeture médiale. On peut autoriser rapidement cet appui, surtout si vous avez une charnière respectée, un bon contact osseux.
Vous pouvez protéger cet appui bien sûr avec des cannes, je pense que c'est préférable. L'attelle est vraiment discutable si vous avez un bon résultat radiographique comme ici. Pour l'ouverture, c'est différent. L'appui est interdit pendant 6 semaines, remise en charge progressive entre 6 et 8 semaines, et on utilise une attelle les premières semaines. Les suites post-opératoires, rééducation, c'est important, suivi régulier radiographique, thromboprophylaxie, reprise des activités progressives. L'ostéotomie en DOM, je vais en parler très rapidement, c'est une technique exigeante et les indications sont les déformations majeures. Il faut éviter la modification de longueur, diminuer, c'est intéressant puisque ça permet d'éviter la modification de longueur, ça permet de diminuer les risques de lésions vasculo-nerveuses et la consolidation est facilitée par la surface de contact osseux. Le résumé du genou valgum, c'est que c'est une indication chirurgicale précise, une correction souhaitée, c'est la normocorrection. C'est techniquement très exigeant et ma préférence va nettement vers la fermeture pour sa consolidation plus rapide et l'absence ou moins de conflit en tout cas avec les parties molles. Dans le genou varum, les ostéotomies fémorales, il y a également des indications. Vous voyez ici, l'indication, c'est une arthrose fémorotibiale interne, morphotype en varus, secondaire à une déformation extra-articulaire d'origine fémorale, donc un angle MLDFA supérieur à 90 degrés. L'arthrose doit être peu évoluée et un patient jeune et actif. Vous voyez ici sur la radiographie d'un patient que Mathieu m'a prêté, on voit que le tibia est même plutôt normo-axé, mais il y a un gros varus fémoral. Et donc, si vous corrigez ce genou varum avec une ostéotomie tibiale de valgisation, vous aurez un interligne très oblique et un mauvais résultat. La correction souhaitée, c'est un angle LDFA proche de sa valeur normale, 87-88 degrés, sans dépasser une valeur minimum de 85 degrés pour éviter une hypercorrection. Si vous avez aussi une déformation mixte, il faut penser à la valgisation tibiale associée, donc une double ostéotomie. La correction souhaitée, c'est donc une hypercorrection modérée avec une ligne de Miculix qui passe par un point cible de 55 à 57 degrés. On ne veut pas trop hypercorriger. Il faut être au niveau du sommet de l'épine tibiale latérale. Attention donc aux corrections importantes, plus de 8 degrés, qui augmentent le risque de fracture de charnière et modifient l'obliquité de l'interligne et qui doivent faire discuter une double ostéotomie. Là, de la même manière, vous avez le choix entre une ouverture médiale et une fermeture latérale. Clairement, l'ouverture médiale, c'est très, très rare. Il y a très peu d'indications et dans la littérature, on retrouve surtout des indications liées à des calvicieux post-traumatiques avec inégalité de longueur préopératoire. Et l'idée est de diminuer un peu cette différence de longueur en faisant une ouverture. Les principes sont exactement les mêmes que ceux énoncés, ostéotomie biplanaire et voie interne comme une fermeture médiale. Et on bien mettre une broche de protection de la charnière, puisque c'est une ouverture, c'est encore plus important. On utilise un écarteur de Méhari pour maintenir l'ouverture et contrôler l'axe. Plaque verrouillée, comblement osseux, et les consignes post-opératoires sont les mêmes que pour une ouverture latérale. Peut-être discuter dans ces cas-là l'autogreffe, puisque ce sont des calvicieux souvent, et donc la consolidation est moins bonne. La fermeture latérale a clairement la préférence, un temps de consolidation meilleur et une technique beaucoup plus simple, mais tout de même réputée plus difficile parce qu'encore une fois, comme la fermeture médiale, il faut bien planifier votre chirurgie et la correction sera obtenue si vous avez réalisé une bonne résection avec les deux traits obliques parfaitement réalisés. La voie d'abord, c'est comme une ouverture latérale. On utilise 2 broches guides mises en place obliquement et qui forment ce triangle isocèle avec un sommet proche de l'épicondyle médial qui est la zone de la charnière. Vous pouvez vérifier, comme pour les genoux valgum, la profondeur aussi avec une 3e broche et calculer la longueur de lame de scie nécessaire, comme ici. Les erreurs à éviter, c'est un trait distal trop horizontal et une ostéotomie trop basse. Donc ici, vous voyez le premier trait oblique appuyé sur la broche distale proximalement. Ça suit vraiment les mêmes principes que pour le genou valgum. Un deuxième trait ascendant et un 3e trait avec une coupe oblique proximale appuyée sur la broche proximale. On enlève le fragment osseux. Il faut un contrôle radioscopique pour vérifier la charnière après l'ablation des 2 broches obliques et vérifier l'épaisseur d'os restant. La fermeture de l'ostéotomie est faite avec une broche de protection et une fixation par plaque verrouillée. En cas de doute sur la charnière, on le reverra après, il ne faut pas hésiter à la consolider.
En résumé pour cette partie, la fermeture latérale est vraiment à privilégier, l'ouverture médiale et surtout pour les lésions post-traumatiques. Les principes sont identiques. La correction recherchée, c'est une hypercorrection modérée avec un point cible entre 55 et 57%. Passons aux complications. Il y a des complications spécifiques. Il faut savoir les prévenir et informer le patient. Et c'est important de les connaître. L'erreur de correction, c'est la première erreur. C'est le risque le plus important dans une ostéotomie fémorale avec hypo ou hypercorrection. Pourquoi on peut avoir ce problème-là? Déjà, vous pouvez avoir une erreur de planification, un mauvais bilan radiographique avec une mauvaise torsion et des calculs qui sont complètement faux. Et du coup, vous faites une mauvaise chirurgie. Un mauvais résultat, en tout cas. L'erreur technique, vous avez vu, le cahier des charges est quand même assez important. Eh bien, il y a pas mal de choses que vous pouvez... il peut y avoir des erreurs sur tous ces points. La difficulté de contrôle péropératoire de la correction également. Vous voyez que les méthodes ne sont pas très précises, hormis les nouvelles technologies et l'apport des technologies associées. Le défaut d'alignement dans le plan sagittal ou dans le plan axial, si vous ne faites pas une ostéotomie comme il faut. La fracture de la charnière, très fréquente, on le verra après. Et l'apport vraiment de la navigation et des guides sur mesure est vraiment important pour ces erreurs de correction. La fracture de la charnière, c'est la complication péropératoire la plus fréquente, surtout en cas d'ouverture. Incidence parfois dans la littérature, plus de 50% des cas. Ça compromet la stabilité mécanique avec perte ou excès de correction, retard de consolidation et pseudarthrose. Sa prévention, sa recherche et son traitement sont essentiels. Vous connaissez cette classification pour les fractures de charnière au niveau des ostéotomies tibiales. Le type 1, c'est une fracture qui se propage le long du trait d'ostéotomie. Le type 2, ça se propage distalement. Le type 3, ça se propage proximalement. Eh bien, la classification est la même pour le fémur, sachant que voilà, on garde le type 2, fracture à extension distale, donc vers l'articulation. Type 3, fracture à extension proximale vers la hanche. La prévention de la fracture de la charnière, c'est tous les points techniques qu'on a vus. Il faut positionner bien la charnière, garder une bonne épaisseur et avoir une broche de protection. Cette broche de protection permet de diminuer l'incidence des fractures, notamment de type 1. Et il faut reconnaître et traiter une fracture de charnière. Il ne faut pas avoir peur de la chercher et de la traiter après fixation du site d'ostéotomie. Vous pouvez, sous amplificateur, tester votre charnière avec des mouvements de valgus varus. Et si vous avez un doute sur la charnière, eh bien, vous pouvez la renforcer avec une vis cannulée de 3 mm introduite par la broche, par la broche et le trou laissé lorsque vous avez enlevé la broche de protection, ou utiliser une agrafe de Blount avec un petit abord. Si vous avez vraiment une fracture plus instable, là, il faut probablement aller un peu plus loin et utiliser une plaque verrouillée additionnelle. La fracture articulaire, elle est bien moins fréquente qu'au tibia. La fracture du condyle, moins d'1% des cas dans cette revue systématique de Chala. Le risque est augmenté lors des manœuvres d'ouverture brutale ou un trait d'ostéotomie trop distal ou trop vertical. Le retard de consolidation et pseudarthrose, vous voyez, aux alentours de 2-3% dans cette revue systématique. Les facteurs, c'est une stabilité mécanique insuffisante, le tabagisme actif, le diabète. La prévention, on l'a déjà dit, c'est le respect de la charnière, une ostéosynthèse stable, un comblement pour les ouvertures. Éviter également l'échauffement de l'os au contact de la scie, ça c'est important. Et en cas de suspicion, il faut utiliser un scanner et surveiller l'intégration, la consolidation. La lésion vasculaire, elle est moins étudiée qu'au tibia. Il y a tout de même la proximité de l'axe vasculaire fémoropoplité de ces branches. Il y a un risque potentiel, donc il faut faire attention avec cet écarteur postérieur. La chirurgie Sangaro peut être conseillée et il faut protéger donc cet axe. Et le risque est augmenté dans la littérature par l'abord médial subvastus. La raideur articulaire, je vous rappelle que ça reste une chirurgie tout de même articulaire, puisqu'on est proche de l'articulation. On ouvre d'ailleurs l'articulation. Dans la revue systématique de Chala, il retrouvait un peu plus de raideur dans les fermetures, sans aucun facteur de risque retrouvé. Dans la revue narrative de Sherman, c'est l'inverse, plus dans les ouvertures, sans retrouver de facteur de risque. Donc au final, la littérature n'apporte pas grand-chose là-dessus. Mais voilà, retenez que ça peut donner de la raideur, puisque c'est vraiment articulaire, contrairement à l'ostéotomie tibiale.
La complication liée au matériel d'ostéosynthèse, c'est finalement la complication la plus fréquente, la gêne liée à la saillie de la plaque. Pour Jacobi, dans une série d'ouvertures, 86% des patients ont l'ablation de la plaque dans les suites, liée à la saillie sous la bandelette iliotibiale. Pour Forkel, c'est une série de fermetures, 69% d'ablation de matériel. Vous voyez que ce n'est pas non plus anodin sur les fermetures. Et ça, il faut vraiment en informer le patient. Dans les complications, donc, on a l'erreur de correction qui est l'erreur numéro 1. La fracture de charnière, il faut la prévenir, la rechercher, la traiter. Le retard de consolidation et le matériel de synthèse, il ne faut pas l'oublier. Il faut dire au patient qu'il sera quasiment certain qu'il aura une ablation de matériel quelques mois après consolidation. Ostéotomie fémorale distale en France en 2023. Donc on va passer un petit peu au dernier point de cette conférence. Vous voyez que c'est 279 ostéotomies fémorales distales réalisées en France. Rapporté au nombre d'établissements pratiquant la chirurgie du membre inférieur, et si on exclut tous les patients qu'a opéré Mathieu Olivier, eh bien vous verrez que ça fait un nombre très faible par an, par établissement et par chirurgien. Et ça, c'est important. Une chirurgie qu'on ne fait pas souvent, on ne va pas la faire toujours parfaitement, enfin, je pense. Et vous voyez que ce cahier des charges de l'ostéotomie fémorale distale, il est très important. Planification préopératoire, réalisation exacte de la planification, ostéotomie biplanaire bien faite, position précise de la charnière, respect de la charnière, précision de la correction dans le plan frontal et contrôle des deux autres plans, sagittal et axial. Alors, la navigation, elle va aider dans ce cahier des charges, mais elle ne va pas aider partout. Elle va aider pour la réalisation de la chirurgie, pour être conforme à sa planification, et notamment la précision de la correction dans le plan frontal. Mais les autres points vont être peu aidés par la navigation. Donc on améliore le contrôle péropératoire et la cible. Les guides sur mesure, eux, clairement, vont être conformes à ce cahier des charges. On va pouvoir tout contrôler avec ça. Et ce n'est pas pour faire de la pub pour ces guides sur mesure, mais c'est vrai que, vous voyez, tout ça, on peut le contrôler avec les guides sur mesure. Et on a une planification personnalisée 2D, mais également 3D, avec le scanner réalisé en préopératoire, donc planifié précisément. On utilise le guide sur mesure qui permet de positionner les broches obliques et la broche charnière pour protéger la charnière. On réalise la chirurgie avec le guide en place qui va permettre de réaliser une chirurgie bien faite, conforme à la planification, et on met la plaque verrouillée avec les trous de vis qui sont déjà méchés avant l'ostéotomie. Et donc, on ne peut pas trop se tromper à partir du moment où on place bien ce guide. Vous voyez, le guide, donc, en pratique, on le positionne. On vérifie d'abord sur le modèle 3D le positionnement du guide et l'interligne articulaire, on le positionne ici. Dans ce cas présent, c'était 4 cm par rapport à l'interligne articulaire. Une fois qu'on a fait un bel abord, on peut positionner facilement ce guide. Je trouve que c'est plus facile que sur une ostéotomie tibiale puisqu'il n'y a pas il y a moins de parties molles. On a bien dégagé la métaphyse. Il n'y a pas de ligament notamment qui va gêner. On met en place les broches obliques. On va contrôler sous amplificateur le bon positionnement de ces broches conformément à sa planification. Ensuite, on met en place la broche de protection de charnière, vous voyez, de proximale à distale. On va mécher et fixer, on va fixer le guide sur mesure avec des petits plots qui sont à l'endroit des futurs vis. Ça va solidariser vraiment ce guide sur l'os. On va réaliser les traits d'ostéotomie. Tout d'abord l'ostéotomie, le trait distal, puis le trait proximal. Et ensuite, on va réaliser le trait d'ostéotomie antérieure. Vous voyez ici, le haut-vent antérieur a été planifié avec le guide. Donc l'ostéotomie biplanaire. Il faut bien, encore une fois, réaliser une ostéotomie complète. Voilà. Ensuite, on va enlever le guide et on va enlever les broches obliques. Là, vous voyez la fermeture du site d'ostéotomie. Ensuite, on positionne la plaque et les trous sont déjà faits. Donc, on peut positionner les vis distales et proximales une fois qu'on a trouvé le bon positionnement qui va vous assurer la bonne réduction de l'ostéotomie et la bonne correction. Et vous voyez ici la mise en place des vis verrouillées progressivement. Et ensuite, on va contrôler je vais avancer un peu, on y est, avec l'amplificateur de brillance, la bonne fermeture du foyer, le bon positionnement des vis et la charnière également, vérifier qu'elle soit bien respectée.
Donc les guides de coupe sur mesure sont la solution actuelle dans l'ostéotomie fémorale distale, puisque ça va vous aider dans ce cahier des charges complet. Et à l'heure actuelle, la robotique n'est pas utilisée pour l'ostéotomie, mais ça pourrait être un sujet de discussion dans le futur. Les résultats sont à confirmer, et notamment la survie à 10 ans, qui actuellement est de 74 à 89%, comparable à celle des ostéotomies pour arthrose fémorotibiale. Nicolas Kans a fait une présentation ce matin sur les ostéotomies fémorales, et la courbe de survie, c'était de 78% à 10 ans. Donc vous voyez, c'est tout à fait conforme à ça. Voilà, donc on a vu les ostéotomies fémorales distales dans le genou valgum, dans le genou varum, les complications, leur prévention, l'apport de ces nouvelles technologies. Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une technique rare. Peu de chirurgiens la réalisent et en réalisent peu finalement par an. Elle est extrêmement exigeante sur le plan technique. Il faut une planification pré-op 2D, 3D, une réalisation conforme à la planification, un plan de coupe biplanaire, une charnière bien réalisée dans sa position et la protéger, un contrôle des plans frontal, sagittal, axial. Une complication principale, c'est l'erreur de correction. C'est important de le noter. Les recommandations 2024, c'est d'utiliser une aide technique. Et à l'heure actuelle, la solution reste les guides de coupe sur mesure qui vont permettre de vous aider pour ces ostéotomies. Avant la discussion, je souhaitais remercier la Softcode pour sa confiance, la SFAG également, le premier rédacteur, le professeur Mathieu Ellinger, le deuxième rédacteur, le professeur Denis Hutten, les relecteurs Mathieu et Sébastien Lustig, Mathieu, le président de séance, mon associé et mentor David Dejour, qui ne peut pas être présent aujourd'hui, Alexandre Claire pour les dessins réalisés et Newclip pour les visuels de planification. Je vous remercie.